Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. La terreur des petites salles. Nous sommes dans le présent, dans le monde de la critique théâtrale. Sylvain est le plus heureux des hommes depuis qu'il a obtenu le rôle principal dans cette comédie. Sa vocation de comique est née le jour où il s'est rendu compte que les rires qui l'entouraient jusque-là constituaient une remarquable garantie contre la solitude. Enfant, il subissait les moqueries de ses petits camarades. À l'adolescence, il les provoqua. Maintenant, il choisit d'en faire un métier. Car cette comédie marquera le début de sa carrière, il en a la certitude. Et cette réussite, il la devra finalement à ce front précocement dégarni, à ces taches qui lui servent de sourcils, à ce nez rond, à ces lèvres épaisses et à cet accent qu'il a vainement tenté de perdre avant de constater qu'il était un admirable atout. La pièce doit durer 1 mois. Grâce à l'héritage de sa grand-mère, son auteur a pu louer cette petite salle parisienne d'une centaine de places et assurer un minimum de publicité. Il espère, sans ébruiter, qu'un bouche-à-oreille favorable rendra l'expérience rentable, leur permettra de poursuivre les représentations et finira par attirer un jour ou l'autre l'attention d'un généreux producteur. À ce moment-là, tout le monde sera payé. Sylvain s'en moque éperdument. Ses parents assurent son loyer et des petits boulots lui garantissent la bouffe. Seul compte cette occasion unique qui lui est enfin donnée de faire ses preuves. Chaque fois qu'il s'est présenté chez un agent, il s'est entendu dire « Dès que vous jouez quelque part, prévenez-nous ». Maintenant, ils sont prévenus. Certes, aucun n'est encore venu, mais cela ne saurait tarder. Cette venue, Sylvain ne la craint pas, car chaque soir, il déclenche un nombre d'éclats de rire qu'enviraient bien des théâtres de boulevard. La pièce comporte bien quelques longueurs, mais son talent comique les comble si subtilement que personne ne s'en aperçoit. Et puis, les agents ne viennent pas juger la qualité d'un texte, mais le charisme des comédiens. Sylvain rêve de voir toute la distribution engagée dans un film. Il se présente au théâtre à 19h, histoire de se mettre dans l'ambiance. Il y a 37 réservations et Sylvain connaît 22 personnes. On groupera le public aux 3 premiers rangs. Ainsi, les acteurs auront l'impression de jouer devant une salle pleine. Joseph est maussade. La répétition s'est mal passée et il a dû se séparer d'un comédien qui faisait des grimaces sous prétexte que Molière s'était inspiré de la Commedia dell'arte. Il est incapable de supporter la moindre modification à ses mises en scène. Car Joseph, en dépit de ses nombreuses occupations, n'est fier que d'une chose, sa qualité de metteur en scène. Cette vocation fut longue à se déclarer. Tout d'abord, il avait tenté sa chance comme comédien. Naturellement, son père s'y était opposé. Quelle reconnaissance pouvait-on espérer dans ce métier ? Il avait dû supporter ces interminables soirées où son paternel lui expliquait l'avantage du diplôme universitaire ou d'une grande école qui lui donnait un titre à vie. Que vous fassiez droit, médecine ou polytechnique, vous gardez le grade obtenu, quelle que soit votre existence. Même en prison, vous restez énarque, polytechnicien ou avocat. Joseph utilisa cet argument pour convaincre son géniteur de financer une préparation au concours d'entrée au conservatoire. Les cours furent pénibles. Le professeur s'obstinait à convaincre Joseph qu'il était un comique. Sous prétexte que lors d'une soirée, il avait amusé l'Assemblée en singeant le président de la République. Depuis ce jour, il eut un mal-foi à lui présenter autre chose que des comédies burlesques. Finalement, il travailla en cachette le monologue d'Hamlet qu'il présenta vainement au concours, 3 années de suite. Il se souviendra longtemps du fou rire que ne put réprimer le jury lorsqu'il prononça « être ou ne pas être ». Dès lors, il décida d'être auteur. Mais cette profession n'offre aucune certitude. On peut écrire une pièce remarquable et s'avérer incapable de renouveler son exploit. L'angoisse de la page blanche s'accroissait au fur et à mesure qu'il parcourait les œuvres classiques. Comment noircir des pages après Corneille, Racine, Shakespeare, Brecht ou Ionesco ? Qui était-il pour prétendre écrire après ces génies ?
Il avait trop lu, trop étudié pour pouvoir créer sans condamner ses œuvres au moment même où il les rédigeait. Alors, le jour où on lui demanda quelques conseils pour monter Hamlet, il devint metteur en scène. Immédiatement, il sentit que cet art lui permettrait de prouver son génie. D'abord, il travailla, seul, dans sa chambre de bonne, et rédigea une 50aine de mises en scène. Tous les classiques y passèrent. Puis, il aborda les contemporains, pas tous, seulement ceux que les intellectuels considéraient comme les classiques de demain. Là, dans l'étroitesse de ces 4 murs, il se sentit exister. Cerise sur le gâteau, son père, passionné de littérature, semblait apprécier ce travail qui pourtant ne rapportait rien. Il aimait voir son fils travailler seul. Le dimanche, ils avaient le plaisir de converser tous les deux. L'œuvre de Joseph s'enrichissait ainsi de semaine en semaine. Sûr de son destin, Joseph fit le siège des directeurs de théâtre qui lui conseillèrent de séduire d'abord un comédien connu. Puis, il rencontra des comédiens connus qui lui conseillèrent de s'adresser à des directeurs. Ensuite, il tenta sa chance auprès des metteurs en scène reconnus sur la place de Paris et qui réussissent à personnifier tellement un classique que sur l'affiche, leur nom précède celui de l'auteur. Ils reçurent très gentiment leur futur jeune collègue, tant qu'il vanta leur travail, mais dès qu'il parla de lui, ils lui firent comprendre habilement que les places étaient rares et chères. Enfin, il essaya de convaincre de jeunes auteurs débutants qu'effrayèrent ses idées trop avant-gardistes. Son père trouva la solution. « Monte une compagnie », lui proposa-t-il un jour. Aussitôt dit, aussitôt fait. Joseph devint président de la compagnie du Cerf. C'est ainsi que l'on désignait les esclaves au Moyen-Âge. Cette appellation résumait bien ses intentions. En effet, ceux qui y travailleraient seraient les esclaves de leur art. Son père lui fournit l'argent nécessaire pour monter son premier spectacle. Puisque personne n'était payé, on parlait de représentation amateur, mais il s'agissait d'un amateurisme de façade. La qualité était digne des plus grands professionnels. Joseph témoigna dès le début d'un professionnalisme à toute épreuve. Durant les auditions, il passait de longues minutes avec chaque candidat pour découvrir sa conception de l'art théâtral. Il choisit méticuleusement les décors et s'entoura de la meilleure volonté de tous ceux qui aiment cet univers et rêvent d'y vivre. Naturellement, il monta Hamlet, un Hamlet révolutionnaire, du jamais vu. Les répétitions durèrent 15 mois et aucun des comédiens sélectionnés au début ne participa à la première représentation. Il dut en virer plusieurs qui manquaient de talent ou ne comprenaient pas le théâtre. D'autres partirent d'eux-mêmes, lassés par son mauvais caractère, ses exigences et ce qu'il appelait ses trouvailles. Le jour de la création, tous les amoureux de Shakespeare étaient là. Lorsque les rideaux tomba, il ne restait plus que les amis, navrés. Leurs commentaires furent désobligeants. Ceux qui connaissaient Shakespeare le trouvaient trahi. Ceux qui ne connaissaient pas la pièce attribuèrent la responsabilité de leur ennui à l'auteur. Leurs propos témoignaient leur incapacité à suivre l'histoire. Joseph pensait à Van Gogh et à Manet. Eux aussi critiquaient à leur début. Son père, seul à le soutenir, lui rappela la bataille d'Hernani où des analphabètes avaient démoli Victor Hugo. Vexés des sourires ironiques, ils abandonnèrent tout le monde et rentrèrent seuls. Avant de le quitter, son père lui murmura « Je connais un moyen pour obtenir des subventions. » Sylvain entend Barbara chantonner. Sa bonne humeur est la preuve que la pièce fonctionne. Celui qui veut savoir si une comédie marche n'a qu'à venir observer le visage des acteurs à leur entrée au théâtre. Alexandrine arrive un peu plus tard. Elle est inquiète. Appréciant moyennement la comédie, qu'elle qualifie souvent de boulevardière, elle s'attendait à une catastrophe et s'est demandé pourquoi cette catastrophe n'arrivait pas. Ils ont toujours ri jusqu'à présent. Pourquoi ne riraient-ils pas aujourd'hui, explique Barbara. Mais jusqu'à présent, répond la jeune fille, on a joué devant des copains. Plus le temps passe, plus on risque d'avoir un public inconnu. Et ça me fout la trouille. Sylvain les met d'accord en les informant qu'il a des amis dans la salle et que, aujourd'hui en tout cas, il se porte garant de l'ambiance. Pour combien de temps ? S'interroge Alexandrine à haute voix. La petite amie de Sylvain arrive à l'instant. Elle servait à la cantine du conservatoire où le jeune homme était élève. Ils eurent un véritable coup de foudre qui continue. À sa sortie du conservatoire, Sylvain comprit que sa réussite ne serait pas immédiate. Il eut une petite dépression. Heureusement, la belle, qui s'y attendait, se passionna pour son aventure théâtrale. Aujourd'hui, elle peut apprécier son talent. Talent dont elle ne doute plus depuis le jour de la première, où elle vit un public écroulé de rire. Avec un peu de chance, cette pièce marquera le début de sa carrière. Qui sait, peut-être pourront-ils s'acheter à Montmartre la maison de ses rêves qu'il lui a promise.
Sylvain se réjouit qu'elle puisse venir aujourd'hui. Elle est dans la salle, rien de mauvais ne peut lui arriver, elle le protège. Depuis 20 ans, la compagnie du Cerf reçoit, comme dotation annuelle, 50 000 € de l'État pour monter un spectacle. Lui-même bénévole, Joseph ne peut rémunérer ses comédiens. Cette somme est juste suffisante pour développer son art. Seule concession à l'appât du gain, toutes ces mises en scène sont déposées et il devient difficile de pouvoir monter certains auteurs sans devoir lui verser des droits. Hélas, ces droits ne suffisent pas encore à le nourrir. Aussi travaille-t-il pour plusieurs journaux où il exprime ses avis théâtraux. Bon, naturellement, il n'a jamais été question de lui confier la critique d'un spectacle professionnel. Seul son avis concernant de petites troupes débutantes ou amateurs trouve grâce aux yeux de ses rédacteurs en chef. « Ça tu connais, c'est ta partie », lui disent-ils, ignorant à quel point il le blesse. Il doit d'ailleurs passer au journal, histoire de retirer son chèque. Dans l'ascenseur, il croise une responsable. « Oh, tu tombes bien, lui dit-elle. Pourrais-tu aller voir ce truc ? Paraît que c'est génial. Bon, naturellement, tu en dis ce que tu veux, hein, mais j'ai promis d'envoyer quelqu'un. » Il regarde la publicité et grimace. Elle insiste. « Oh, tu me dois bien ça. » Il salue sa bienfaitrice d'un signe de tête affirmatif. En entrant dans l'ascenseur, il l'entend dire à la standardiste « Qu'est-ce qu'il va leur mettre ?» Il comprend alors qu'il a vraiment carte blanche. Visiblement, sa patronne a eu l'impression de se faire forcer la main et compte sur sa rudesse pour que le quémandeur la laisse dorénavant tranquille. Il prend son chèque, va le mettre dans la boîte aux lettres de la banque, prend un sandwich et se dirige vers le théâtre où il arrive 3/4 d'heure avant le début des représentations. Il repère un bistrot qui lui permet d'observer l'entrée. Cette habitude lui permet de respirer l'ambiance et de repérer l'éventuelle présence d'une autre personnalité. Sylvain entend Barbara lui annoncer la bonne nouvelle. Joseph Labour a réservé. Le directeur n'en revient pas. Il est tellement rare que les critiques se déplacent pour des inconnus. Sylvain avait entendu parler de la compagnie du Cerf, mais ignorait que Labour était aussi critique. Ferait mieux de critiquer ses propres spectacles, sourit-il. C'est vrai, qu'est-ce qu'on s'y ennuie, ajoute Barbara. Il est mauvais metteur en scène, mais bon observateur, croit bon d'ajouter le directeur en songeant à un de ses spectacles, eu l'heure de plaire à celui que le milieu surnomme la terreur des petites salles. Mauvais souvenir d'ailleurs, car le public bouda les représentations et il perdit beaucoup d'argent. En veine de confidence, le directeur avoue que lui-même s'ennuyait à la vue de cette pièce qui pourtant promettait tellement sur le papier. Quand il est venu, ajoute-t-il, seul 1/4 des spectateurs avaient tenu jusqu'à la fin. J'étais terrifié à l'idée de ce qu'il allait raconter. Eh ben, ça a été tout le contraire. Il nous a portés au nu. Ça n'a pas fait venir le public, mais ça nous a remonté le moral. Les deux comédiens sourient poliment, comme il convient lorsque le directeur raconte ces petites anecdotes dont il est friand. Tout à coup, une petite pointe noue leur estomac. Le public commence à arriver. Plus l'heure de la représentation approche, plus l'on se demande si Labour va réellement venir. Maintenant, toutes les personnes ayant réservé sont dans la salle, à l'exception du seul critique qu'ils peuvent espérer. On ne peut tout de même pas commencer sans lui. Après un rapide conciliabule, on décide d'attendre. On raconte aux spectateurs que quelqu'un cherche à se garer et qu'on commencera dès son arrivée. Toujours quelques minutes de gagner. Dissimulé derrière une plante du bistrot, Joseph observe le jeune homme qui s'avéra être l'auteur de la pièce. De temps en temps, le directeur marche jusqu'au coin de la rue. On dirait qu'il voudrait provoquer son arrivée. Jamais son surnom de terreur des petites salles ne lui va mieux qu'aujourd'hui. Difficile en effet de trouver un théâtre plus petit. Il croit se souvenir y être déjà venu, mais il n'y mettrait pas sa tête à couper. Joseph sourit amèrement en songeant à son destin. Spécialiste des petites salles. Franchement, son immense culture théâtrale ne mérite-t-elle pas mieux ? Qu'importe. Il n'éprouve aucun état d'âme en tant que critique. Seul lui importe son travail de metteur en scène. Voilà 1/4 d'heure que la pièce aurait dû commencer, et ces deux cons continuent à l'attendre. Enfin, il faut y aller. Au boulot. Il se lève, s'arrange pour qu'on ne le voie pas sortir, contourne le bâtiment et se dirige d'un pas rapide vers le théâtre. L'auteur pousse un ouf de soulagement lorsqu'il entend le dirlo lui dire « C'est lui !» La terreur des petites salles se présente main dans les poches, afin qu'on ne les lui serre pas. Il s'empare du programme qu'on lui tend en ironisant « Je saurai peut-être ce que je viens voir ». Il entre dans la salle et s'installe au premier rang. L'auteur court prévenir les comédiens qu'on peut commencer. « Tu te rends compte, Sylvain ? On va passer dans le journal, lâche Barbara,
alors que retentissent les 3 coups. L'auteur rejoint le directeur au dernier rang. Dès les premières répliques, ils sentent la salle conquise. Les éclats de rire succèdent aux éclats de rire, et plusieurs scènes se voient interrompues par des applaudissements. Seul problème, Joseph n'a pas l'air de s'amuser. On l'a même vu jeter un regard méprisant à sa voisine prise d'un fou rire. Probablement culpabilisée, celle-ci change de place à l'entracte. En général, les critiques sont toujours de mauvaise humeur, croit bon d'expliquer le directeur au jeune auteur. On peut les comprendre. Il ne doit pas être agréable d'être les seuls à travailler quand tout le monde s'amuse. Le dramaturge sourit, mais n'est qu'à moitié rassuré. À la fin, au milieu d'applaudissements qui multiplient les rappels, il voit le critique se lever et se diriger vers la sortie. « Qu'en avez-vous pensé ?» demande l'auteur. « Vous le lirez demain » répond Joseph sans serrer les mains qu'on lui tend. « C'est bon signe » murmure le directeur, alors que la terreur des petites salles franchit la porte. Ils rejoignent les comédiens et Sylvain annonce à ses amis spectateurs venus le féliciter qu'on parlera d'eux dans le journal. Surtout, prévenez tout le monde. Il est confiant. La représentation a particulièrement bien marché. La pièce est un succès. Joseph doit se rendre à l'évidence, le public aime ce genre de spectacle. Il n'a pas le choix, il doit l'admettre. Mais doit-il s'y faire? Doit-il l'accepter? Le public est con, telle est la seule explication plausible. Pourquoi le public accepte-t-il de payer ce genre de comique facile alors qu'il l'a gratuitement à la télévision? Seulement, la télévision, le cinéma ne suffisent plus à ces soi-disant artistes. Il leur faut maintenant le théâtre. Ces analphabètes, ces incultes, occupent les salles au détriment des spectacles susceptibles de faire progresser la recherche théâtrale. Ils pourraient même obtenir des subventions. Finalement, il les a bien obtenues grâce à un paternel piston. S'il l'a pu, ces partisans d'un théâtre commercial doivent pouvoir y arriver. Joseph connaît la marche à suivre. On crée une compagnie, on monte 4 ou 5 spectacles, dont 2 classiques, pour offrir une crédibilité éducative à la générosité de l'État. Ensuite, un dossier, un appui politique, et l'argent tombe. Songeur, il feuillette le programme qui confirme ses craintes. C'est annoncé en toutes lettres. Notre premier spectacle, et il y en aura d'autres. Il marmotte, ben voyons. Je parie qu'ils espèrent utiliser mon article pour rendre leur dossier plus crédible. L'argent qu'ils recevront grâce à son article manquera aux œuvres culturelles. Ces gens, prêts à séduire un public à n'importe quel prix, exigent en plus le soutien de l'État. Son article devrait les y aider. C'est sur lui qu'ils comptent pour attirer du monde. L'argent récolté leur permettra de monter d'autres spectacles, jusqu'au jour où subventionnés, ils seront établis. Et le fonctionnaire qui prendra cette décision critiquable justifiera son choix grâce à son article. Joseph songe alors à sa compagnie. Il pense à Soisy qui participe à toutes ses expériences depuis 20 ans, qu'il assiste avec zèle dans ses mises en scène, qui le cache lorsque la salle se vide avant la fin et le défend contre l'ironie malsaine de donner de leçons qui, n'ayant jamais rien accompli, vivent de l'insuccès d'autrui. Car personne ne l'épargne, lui à qui l'on demande d'épargner les autres. On se moque de son œuvre. Certes, il a déjà reçu quelques bonnes critiques, mais ses soi-disant collègues se sont empressés de lui expliquer qu'ils avaient par sympathie dit du bien d'un spectacle auquel il n'avait rien compris. De rage, il avait déchiré leurs articles. Plus tard, Soisy avait récupéré les morceaux dans la poubelle et les avait reconstitués. Ça pourrait toujours servir, avait-elle conclu. Heureusement, Soisy est toujours là pour le convaincre que son talent sera un jour reconnu. Qu'un comédien claque la porte en le traitant de demeuré, c'est elle qui vient le réconforter. Soisy, rien que pour elle, il doit défendre son théâtre, son art de la mise en scène, ses comédiens qui parlent de lui avec respect comme d'un maître. Parfois, lorsqu'il les surprend, il se plaît entendre « Labour pense que… Tu connais la dernière de Labour ?» En y pensant, il a presque les larmes aux yeux. Son devoir est de les défendre, ces gens qui ne feront jamais carrière, qui n'ont peut-être pas toujours un talent au-dessus de toute critique, mais qui ont le mérite de l'accompagner dans sa mission. Il allume son ordinateur et trouve instantanément le titre de son article. Une comédie où personne ne rit. Demain, des agents qui se sentaient obligés de se déplacer trouveront dans ces lignes un prétexte pour rester chez eux. Demain, les amis de Sylvain apprendront qu'une tête vulgaire ne suffit pas pour faire rire. Demain, Alexandrine découvrira qu'elle possède un physique disgracieux et prendra définitivement la pièce en grippe. Demain, Barbara saura qu'un physique avantageux ne prédestine qu'au rôle muet et se demandera si ça vaut la peine de se donner tout ce mal pour faire plaisir aux gens.
Demain, un auteur regrettera l'héritage de sa grand-mère et se destinera à une autre profession. Demain, un directeur comprendra enfin pourquoi il a eu une bonne critique quelques années plus tôt. Son spectacle ne risquait pas d'obtenir les subventions réservées à la compagnie du Cerf. Quant à Joseph, sitôt l'article télécopié, il l'oublie, car il a d'autres problèmes. Il lui faut trouver un nouveau comédien respectueux de sa mise en scène.